Eh bien, bonjour et bienvenue pour ce second webinaire sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs organisé par Pays Écarté Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, nous allons parler des petits commerces de centres-bourgs et de centres-villes. Je suis Nicolas Mann, chargé de mission au Centre de ressources Pays Écarté Nouvelle-Aquitaine, et ma collègue Colline Babodou. Nous sommes tous les deux chargés de mission au Centre de ressources. Petite remarque technique. Ne cherchez pas à parler, personne ne vous entendra, vos micros sont coupés. En revanche, vous pouvez communiquer avec nous à travers des questions que vous pouvez trouver sur le côté droit de votre écran. On vous invite à en poser à nos intervenants tout au long du webinaire. À voter également pour les questions qui vous intéressent, parce que ça nous permettra de prendre les questions tout au cours du webinaire et de les adresser à nos intervenants. Pour cela, attendez plutôt que les interventions soient finies avant de poser vos questions, parce que souvent, les réponses arrivent déjà dans les interventions des différents intervenants. Avant de commencer, quelques mots sur Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes un centre de ressources sur le développement territorial. Nous travaillons sur les territoires aussi bien ruraux que urbains, quartiers politiques de la ville aussi. Notre mission est d'accompagner la mise en place des politiques publiques. On le fait de différentes façons à travers de la mise en réseau d'acteurs, l'organisation de conférences et dans ce contexte sanitaire aussi de webinaires, de la capitalisation d'expériences, du partage de bonnes expériences, de l'analyse également de politiques publiques. On a un certain nombre de ressources qu'on partage avec vous. On vous a partagé par exemple des interviews de maires ou des fiches d'expérience ou encore une plaquette sur la question de la revitalisation. Vous pouvez même trouver un dessin animé qui vulgarise la démarche de revitalisation d'un centre-bourg. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, il y a une page dédiée à cet effet. Et ce cycle de webinaire. Ce second webinaire s'inscrit dans un cycle de webinaires sur la revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes. Il a pour objectif de favoriser le partage d'expériences entre pairs sur un format les élus parlent aux élus, mais également aussi de favoriser la création d'un réseau régional entre professionnels, entre personnes qui s'occupent de ce chantier-là, la revitalisation. Et ce cycle et ces webinaires sont à destination donc des professionnels, des élus, pour justement partager ce qui fait commun, les expériences, les retours, pour aller encore plus loin dans les expériences. Mais du coup, ce second webinaire a été précédé par un premier. Donc Nicolas va vous présenter les premiers points et les principaux éléments qu'il faut retenir. Alors pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'assister à ce premier webinaire, qui est le 6 octobre, nous avions accueilli Monsieur Gilbert Chabot, qui est le maire d'une petite commune de 400 habitants en Dordogne, à Saint-Pierre-de-Frugy, et Monsieur Jacques Breillat, le maire de Castillon-la-Bataille, donc une commune plus grande aux alentours de Bordeaux. On va revenir principalement sur les grands éléments de cette rencontre. On a pu voir en fait que la revitalisation est un sujet éminemment complexe parce qu'il touchait à l'ensemble des fonctions du centre-bourg. À l'occasion de ce webinaire, les témoins nous ont parlé de l'habitat, du commerce, du maintien des services, aussi d'aménagement, de mobilité. On a ainsi compris qu'il fallait plutôt aborder cette problématique d'une façon globale et s'adresser à de nombreux partenaires. Nous avons aussi pu bénéficier des interventions de l'État, de la région et de la Banque des territoires. Et on a pu voir que les institutions étaient mobilisées à travers un certain nombre de dispositifs, d'expérimentations. Nous ne les avons pas détaillés, et c'était d'ailleurs, il n'y avait pas forcément vocation à le faire à ce moment-là, notamment parce que ces dispositifs varient d'une situation à l'autre et en fonction des projets. En revanche, nous vous invitons à contacter ces partenaires institutionnels. Nous vous partagerons pour cela une fiche qu'on a rédigée à cet effet à l'issue du webinaire. Ces deux témoignages nous ont fait état de démarches qui étaient très différentes, avec des publics cibles qui n'étaient pas les mêmes. La taille des communes variait pas mal aussi. Les caractéristiques territoriales étaient complètement différentes également. On ne va pas revenir là-dessus. Mais chacun des deux maires avait en fait construit une vision qui lui était propre et portait ce projet politique.
L'initiative, en fait, revient aussi dans ce cadre-là aux collectivités, et il s'agissait pour ces maires d'aller piocher de la ressource, aussi bien financière que humaine, auprès des différents partenaires. Le message, là, était aussi de dire, malheureusement, il n'existe pas de guichet unique, et il faut aller chercher ces différentes ressources. Le maire de Castillon-la-Bataille, Jacques Briat, avait aussi précisé l'importance de mobiliser de l'ingénierie pour effectuer ce travail. Enfin, ils sont revenus sur l'importance de mobiliser l'ensemble des acteurs localement, les acteurs socio-économiques, les habitants, l'ensemble des élus, en rappelant que la revitalisation du centre-bourg était aussi et avant tout une démarche collective. Enfin, ils ont insisté sur le fait que c'était un projet de long terme. Très bien, ça c'était pour la dernière fois, mais aujourd'hui on parle plus spécifiquement de la question des commerces. Aujourd'hui on parle commerce, donc quels sont les aménagements entre le centre et les périphériques qu'il faut faire, quels sont les facteurs de commercialité d'un centre-bourg, quel est le rôle d'un élu dans cette installation-là, et aussi comment les commerces de centre-bourg peuvent-ils s'adapter aux questions, aux nouveaux usages, aux nouveaux moyens de consommation, aux nouvelles façons de vivre. Donc aujourd'hui, pour répondre à ces questions, nous avons deux intervenants, le maire de Barbezieux-Saint-Hilaire, André Meraillon, ainsi que Jean-Marie Darmian, qui est vice-président du Conseil général de Gironde, mais également qui a été le maire de Crayons de 1995 à 2014, si mes données sont exactes. Et en conclusion, nous laisserons la place aux représentants de l'État, de la région et de la Banque des Territoires pour conclure ce second webinaire. Mais tout de suite, nous commençons avec une conférence introductive de David Lestou, qui est expert en urbanisme commercial et attractivité, qui, depuis le milieu des années 90, travaille sur ces questions-là, qui accompagne aussi les villes et les territoires dans leur stratégie d'attractivité et d'urbanisme commercial. Il est expert des modes de vie et de la nouvelle des consommations. Il est aussi auteur, conférencier et formateur sur la question d'attractivité, et il est également fondateur de l'agence Lestou et Associés. Donc, chers auditeurs, je vous laisse une vingtaine de minutes avec David Lestou pour cette conférence introductive. N'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique questions et pas dans le chat, sinon on ne pourra pas y répondre. Et bonjour David Lestou, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que nous, on vous entend? Oui, bonjour à vous, je vous entends très bien. J'espère que pour vous aussi, vous m'entendez bien. Effectivement, un plaisir de passer ces 20 premières minutes avec vous sur la question de la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs, et surtout la question du commerce qu'on travaille, nous, au quotidien, au sein de l'agence que je dirige. Et puis, je vais aborder le sujet sous l'angle aussi des grandes transformations du commerce, parce que lorsqu'on parle de commerce et de centre-ville ou de centre-bourg, il faut qu'on regarde le commerce tel qu'il est aujourd'hui, mais il faut surtout qu'on regarde le commerce tel qu'il sera demain. Et l'une des difficultés que l'on a souvent lorsqu'on fait de la revitalisation commerciale de centre-ville et de centre-bourg, c'est de se dire « Ah, c'était super bien hier, on aimerait bien retrouver la même dynamique commerciale, etc. » Ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible parce que les modes de consommation ont radicalement changé et puis ils se sont accélérés ces 10 dernières années, ces changements. Ils vont encore s'accélérer dans les mois qui viennent et la crise sanitaire joue un rôle d'accélérateur assez extraordinaire au sens rare. Ça ne veut pas dire que c'est bien, mais ça change en tout cas très, très fortement. Donc, il va falloir qu'on se projette et tout le travail que nous, on réalise au sein de l'agence, c'est toujours un travail de revitalisation axé sur les nouveaux modes de vie et les nouveaux modes de consommation. C'est aussi comme ça qu'on a pris le sujet lorsqu'on a pu rédiger, nous, pour le ministère, le rapport national sur les centres-villes qui a donné naissance au plan Action Cœur de Ville. Donc, en regardant les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, mais telles qu'elles seront demain. Alors, je vais juste partager un document avec vous pour effectivement avoir quelques visuels sous les yeux, pour avoir quelques axes de réflexion. Alors, je vais chercher juste le bon document, si vous me permettez quelques petites secondes. Hop, d'avoir le document. Voilà, je n'ai plus le chat sous les yeux, donc si au niveau du son, Nicolas, vous pouvez me dire si le document vous le partagez bien et si vous le voyez bien, mais effectivement l'idée ça va être de partager quelques éléments. Nicolas, est-ce que c'est bon pour le partage? Oui, ça fonctionne très bien. Parfait, super. Donc, alors le sujet des centres-villes et des centres-bourgs est le sujet du commerce. Généralement, comment on y rentre et comment on l'adresse? Souvent par des chiffres.
Et le chiffre qui interpelle toujours, c'est le chiffre de l'augmentation du taux de vacances du commerce dans les centres-villes. Si on regarde, il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans, on était à peu près à 6% des locaux commerciaux vacants dans les linéaires commerciaux des centres-villes et des centres-bourgs. Quand je parle de centres-villes, je parle bien de centres-villes qui sont notre cœur de métier, c'est-à-dire des petites villes, voire des villes moyennes, hein, et puis on parle aussi des centres-bourgs. Et puis donc on est passé en 10 ans de 6% à 13%, c'est-à-dire qu'en 10 ans, le taux de vacances du commerce a doublé dans les centres-villes et dans les centres-bourgs. Alors c'est un signe, c'est un symptôme. C'est le symptôme de quoi? C'est le symptôme d'un commerce qui change radicalement, ça c'est très clair. On aura peut-être besoin de moins de commerce demain pour satisfaire la population, parce qu'il y a d'autres circuits qui se développent. Et puis, c'est aussi le symptôme, finalement, d'un centre-ville et d'un centre-bourg qui ne joue plus son rôle de place centrale à l'échelle des territoires. Donc, il y a deux sujets, et qu'on va aborder en cette vingtaine de minutes, donc à marche forcée et avec beaucoup de rapidité, c'est de se dire, l'augmentation du taux de vacances, ce signal fort que l'on voit, c'est le signal d'un commerce qui souffre et qui change, mais c'est aussi le signal d'une centralité qui ne joue plus obligatoirement son rôle. Et c'est ce qu'on va chercher à expliquer. Alors oui, c'est un commerce qui change, et si on regarde les évolutions du commerce depuis quelques années. Premier élément que je partage toujours, moi, parce qu'il m'a beaucoup interpellé, c'est un document que j'ai bâti, par exemple, pour la Fédération nationale des Scots, qui nous avait interrogé, qui nous a fait travailler sur une mission, justement, comment on améliore la prise en compte du commerce et des centralités dans les Scots. Regardons les choses telles qu'elles sont depuis une douzaine d'années. C'est-à-dire que depuis 2008, c'est la courbe que vous avez en rouge, si on prend un indice 100 en 2008, pour les mètres carrés commerciaux, on termine 10-12 ans plus tard avec un indice 126. C'est-à-dire qu'en 10 ans, les mètres carrés commerciaux en France, et quand je dis mètres carrés commerciaux, c'est tout type de mètres carrés commerciaux, les mètres carrés commerciaux de grande et moyenne surface, mais les mètres carrés aussi commerciaux de boulangerie sur les ronds-points, etc., ont augmenté ces mètres carrés commerciaux de 26% en 10 ans. Et sur la même période, eh bien, la population, si vous regardez la courbe qui est en bleu rapidement, la population, elle a augmenté, elle, en moyenne de 2,6%. C'est-à-dire qu'en France, on n'a jamais construit autant de mètres carrés commerciaux que depuis 10 ans. Et c'est-à-dire que les mètres carrés commerciaux augmentent 10 fois plus vite que la population. Alors, avec majoritairement des mètres carrés commerciaux qui ne sont pas dans les centres-villes, dans les centres-bourgs. Donc, du coup, c'est ce que j'appelle le décrochage quantitatif. On n'a jamais eu une telle offre commerciale et il n'y a pas eu une période, depuis que le commerce dans les formes modernes existe, où il y a eu un tel décalage, une telle césure entre croissance des mètres carrés et croissance de population. Si encore, à population égale, il y avait une augmentation du pouvoir d'achat, effectivement, on aurait pu amortir sans trop de risques pour les centres-villes et les centres-bourgs cet effet de surcroissance, mais là, en l'occurrence, il y a un enjeu très fort. Et je sais qu'au niveau de la région de Nouvelle-Aquitaine, la région elle-même est très sensible à maîtriser cette évolution. Et puis, dans le même temps qu'il y a un décrochage quantitatif, il y a un autre truc qui a explosé, puisqu'on est tous consommateurs ou consommatrices, c'est que, en même temps où on construisait des mètres carrés commerciaux à un rythme effréné, bien sur ces 10 dernières années, on a eu aussi l'explosion du commerce digital. Alors, le commerce digital, ça touche à peu près tous les secteurs. Il y a des secteurs qui sont plus fragilisés, hein. Je pense à l'équipement de la personne, l'équipement de la maison. Prenons par exemple l'équipement de la personne. Dans nos petits centres-villes, bien effectivement, ils doivent faire face à une concurrence de la périphérie, ça elle existe depuis une trentaine d'années, mais on a eu une accélération de la consommation digitale. Il y a 10 ans, le digital en équipement de la personne, c'était 1%. Le digital, fin 2019, c'était 14,7%, c'est les chiffres que vous avez sous les yeux. Et si on prend la part du digital aujourd'hui, ou plus exactement en octobre, dans cette intermédiation entre deux crises, eh bien, on était passé à 18%. Donc, on a aujourd'hui une offre commerciale qui est pléthorique, une digitalisation des contenus qui s'opère énormément avec une concurrence, mais aussi des moyens de développement nouveaux pour les commerces à condition de bien saisir cette transformation digitale. Mais en tout cas, on a un effet ciseau énorme. Et donc, le commerce de centre-ville et de centre-bourg, il doit effectivement exister dans cette offre commerciale qui ne cesse d'augmenter. Et puis, cette offre commerciale, elle est de plus en plus concurrencée aussi par ce que j'appelle, moi, les marchés hors magasin ou les marchés bis. Alors, rien que du très légal sur le sujet. Mais on va retenir deux sujets qui me semblent importants. On a connu depuis 3 ans une explosion des achats de biens d'occasion, de seconde main, de seconde vie. Vous avez les chiffres, 49% des Français ont acheté au cours de l'année dernière des produits d'occasion.
on a une croissance sans précédent, y compris sur le prêt-à-porter. Il n'y a pas que la voiture d'occasion, mais y compris sur l'équipement de la maison. Donc, du coup, on voit bien que le commerce physique, entre le digital neuf et le digital de seconde vie, le commerce physique est de plus en plus concurrencé par ces sujets. Et puis, lorsqu'on parle de hors magasin et sur la question des centres-bourgs, il y a un vrai sujet qu'il va falloir aussi que l'on saisisse. Pardon. Ce sujet, c'est la question de la transformation aussi de la consommation alimentaire. C'est que historiquement, la consommation alimentaire, c'était les grandes surfaces versus le commerce de proximité. Mais ce qui existe là depuis 5 ans et ce qui explose depuis 5 ans et qui réinterroge la place du commerce alimentaire dans les centres-bourgs, c'est l'explosion de la vente directe du producteur au consommateur. En France, on a, et dans les villes moyennes et dans les centres-villes et dans les centres-bourgs, on avait en moyenne, il y a 10 ans, 2,2 commerces alimentaires pour 1000 habitants. 10 ans plus tard, on est à 1,8. Mais il y a 10 ans, on avait 0,1% agriculteurs faisant de la vente directe pour 1000 habitants. Aujourd'hui, on est aux alentours de 1,1, 1,2 agriculteurs pour 1000 habitants qui font de la vente directe. Donc, ça veut dire que sur la question de l'alimentaire, là où avant on avait un jeu de billard à 2 bandes entre la périphérie et le centre, et aujourd'hui, il y a la vente directe. Et la vente directe en part de marché, elle pèse 5% des dépenses alimentaires des Français, alors que le commerce de centre-ville et de centre-bourg en alimentaire ne pèse plus que 15%. Donc ça va être un vrai enjeu. Comment on coordonne? Parce qu'on peut effectivement se dire, j'aimerais bien qu'il y ait un commerce alimentaire qui se réimplante, j'aimerais bien maintenir un boucher dans mon centre-ville. Mais si derrière, on a une explosion de la vente directe du producteur au consommateur qui se passe dans les extérieurs de la ville, à la ferme, bien évidemment, mais moi, je vois les magasins de producteurs qui explosent sur les ronds-points. Donc là aussi, il y a un enjeu de coordination extrêmement important et il va falloir quelque part, je pense, désiloter les réflexions. De dire, voilà, le commerce de demain, ça sera à la fois le commerce physique, le commerce digital, mais ça sera aussi la vente directe du producteur au consommateur et il faut mailler tout ça dans la même stratégie, autrement on n'y arrivera pas en matière de revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. Et puis d'autres éléments qui expliquent le taux de croissance du commerce, et je vous invite vraiment à l'intégrer si on veut avoir un vrai travail de revitalisation commerciale. Pour moi, le sujet du commerce, ce n'est plus la bagarre entre les grandes surfaces et les petits commerces. Le phénomène le plus marquant que l'on a sur la dernière décennie, c'est l'explosion du commerce de proximité. Globalement, dans nos études, on regarde les commerces de moins de 300 mètres carrés. Leur explosion, non pas dans les centres-villes, non pas dans les périphéries, mais sur les axes de flux. C'est-à-dire que en France, on avait 70% des petits commerces dans les centres-bourgs en 2008, et on n'en a plus que 55% sur des derniers chiffres 2018-2019 consolidés que nous avons. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a toujours plus de commerces de petite taille. Ils sont de moins en moins dans les centres, mais ils sont de plus en plus dans les ronds-points. Boulangerie drive, boucherie sur les ronds-points, magasin de producteurs sur les ronds-points, pharmacie sur les ronds-points. Si on y prend garde, ben qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, demain, le centre-ville ou le centre-bourg, ça sera un rond-point. Alors, ça manquera singulièrement d'humanité, mais néanmoins, c'est vraiment le risque. Il n'existera pas de revitalisation commerciale des centres-villes et des centres-bourgs si on ne maîtrise pas ce qui se passe sur ces axes de flux. C'est vraiment les trajectoires domicile-travail, je consomme ou je passe, qui est en train aussi de déstabiliser fortement les commerces de centre-ville. Et c'est là qu'on voit bien, finalement, que le taux de vacances qui progresse dans les centres-villes et dans les centres-bourgs, c'est pas qu'il y a obligatoirement moins de commerces à l'échelle de la commune, c'est qu'ils sont dispersés autrement. Et que ce taux de vacances qui augmente, c'est peut-être aussi parce qu'il y a d'autres formes de commerce territorial, la vente directe, qui s'est développée aussi. Donc, il faut réintégrer ça dans une vision plus globale et en se disant qu'en matière de commerce, eh bien, les 10 prochaines années vont nous faire évoluer dans un nouveau paradigme d'une offre supérieure à la demande. Entre le commerce physique qui explose, le commerce de flux, le commerce digital, la vente directe du producteur, le commerce de seconde main ou de seconde vie, eh bien oui, c'est la première fois dans l'écosystème commerçant depuis que les formes de commerce modernes existent en France, c'est-à-dire depuis 1962-63, que l'offre est devenue supérieure à la demande. Et donc, si on veut résister dans une offre supérieure à la demande, il va falloir qu'on sache théâtraliser, innover dans le commerce, être dans des stratégies de débanalisation, parce que si on se contente de faire la même chose qu'il y a 10 ans, ça ne marchera pas. Il va falloir qu'on retrouve finalement une démarche de conquête de clientèle.
Mais si on est dans une offre qui est supérieure à la demande, ça veut dire aussi que ce ne sera pas le commerce qui créera les flux tout seul. On sort de 30 ans où c'était le commerce qui était le driver des flux. Aujourd'hui, avec une offre supérieure à la demande, le commerce ne se suffira pas à lui-même pour fonctionner. Et c'est là qu'il va falloir qu'on réfléchisse sur comment on travaille globalement la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. Et en se disant que le sujet de la revitalisation et des centres-villes et des centres-bourgs, pour nous, on l'aborde autour de 4 fonctions. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de commerce qui fonctionnera dans un centre-ville ou dans un centre-bourg si les 4 fonctions du centre-bourg ne sont pas attractives et ne sont pas bien travaillées. Alors, il y a la fonction économique. La fonction économique, c'est le commerce, bien évidemment. Mais la fonction économique, c'est d'avoir aussi des gens qui travaillent dans le centre-ville et dans le centre-bourg. Mais qu'est-ce qu'on note depuis 10 ans? Vous savez, c'est que les études de notaires dans les petits bourgs-centres sont partis se mettre en périphérie et les 4, 5, 7, 8, 10 personnes qui y bossaient, bossent en périphérie, ils ne bossent plus dans le centre. Et puis, on a aussi, comme de cette même manière, des assureurs, des petits services, des experts comptables qui créent du flux d'actifs dans le centre, qui sont partis aussi s'implanter sur un tertiaire de périphérie. Donc la fonction économique, elle est essentielle pour que le commerce fonctionne, parce que s'il n'y a pas d'actifs à côté du commerce, le commerce ne marchera pas. Et puis pour que le commerce fonctionne dans un centre, il va falloir aussi qu'on ait une fonction habitat. Lorsqu'on a réalisé pour le ministère le rapport national sur les centres-villes, on a expliqué un truc que l'on voit au quotidien dans toutes les missions de conseil qu'on peut mener auprès des collectivités, c'est que si le commerce de centre-ville et de centre-bourg ne fonctionne pas, ce commerce de proximité, c'est qu'essentiellement, on manque de clients de proximité. On a un taux de vacances de l'habitat dans les centres-bourgs qui est colossal. L'autre jour, dans une commune de 2500 habitants, l'élu me disait, rendez-vous compte, 2500 habitants, on devrait avoir du commerce, on n'a pas de commerce, ça ne fonctionne pas, on va racheter des murs commerciaux pour réimplanter un commerce. Mais dans le centre-bourg, sur les 2500 habitants, on avait seulement 300 habitants dans le centre-bourg, et en plus une population extrêmement paupérisée. Et la population qui est en croissance, en plus sur les communes, elle était dans les espaces, dans les quartiers, dans les lotissements un peu périphériques, mal connectés au centre-bourg, et que finalement, un commerce de centre-ville et de centre-bourg, il a besoin d'une clientèle de proximité à moins de 3 minutes. Et donc, l'enjeu de la revitalisation de l'habitat dans les centres-bourgs est essentiel pour que le commerce fonctionne. Et puis, troisième fonction, la fonction service. La fonction service, c'est les services non marchands. Il n'existe pas de centre-ville et de centre-bourg qui fonctionnera si on met les équipements publics en périphérie. Et ça se passe souvent. L'hôtel intercommunal, la maison des services publics. J'avais en région Nouvelle-Aquitaine, il n'y a pas très longtemps, une commune qui me dit on va faire de la revitalisation. Par contre, la maison des services publics, on va la mettre sur la zone commerciale à l'entrée parce que c'est là que les gens passent. Ben oui. Et si les gens viennent plus au centre, pour des raisons non marchandes, le centre, il ne marchera jamais en matière de commerce. Et puis, il y a un sujet essentiel dans la fonction service qui est certainement le sujet le plus important. C'est la question des professions médicales, des maisons médicales. On est en train d'implanter progressivement les maisons médicales à l'extérieur et après, on va s'étonner que la pharmacie suive la maison médicale. L'enjeu du médical sera l'enjeu essentiel demain, et la crise sanitaire nous le rappelle. Le vieillissement de la population nous le rappelle. Et l'enjeu de maintenir les services médicaux en cœur de ville, c'est certainement ce qu'on peut rendre de meilleurs services au commerce de proximité parce que demain, ce qui créera les flux, ce ne sera plus le commerce, mais ça sera véritablement les équipements médicaux. Et puis, quatrième fonction, c'est la fonction identité. Il n'y a pas de commerce qui fonctionne dans un centre si on n'a pas envie de venir se balader dans le centre. Pour savoir très simplement si la fonction identité fonctionne dans votre centre-ville ou dans votre centre-bourg, c'est juste de se poser la question de, lorsque vous avez des amis ou de la famille qui viennent vous voir, est-ce que la première chose que vous leur faites découvrir dans votre commune, c'est le centre? Si ce n'est pas le centre, c'est qu'on a un problème d'identité. L'identité, c'est le patrimoine, l'espace public, la place de l'enfant, la qualité des terrasses de cafés et de restaurants qui sont un accélérateur, lorsqu'ils sont ouverts, de fréquentation des centres-villes et des centres-bourgs. Donc, la revitalisation commerciale, c'est d'être capable d'accompagner le commerce dans ces grandes transitions et ces grands défis qu'on a vus tout à l'heure, d'innovation, de débanalisation, de théâtralisation. Mais on a un enjeu aussi de travailler sur les facteurs de commercialité que sont ces 4 fonctions d'une centralité. Sans travailler sur les facteurs de commercialité, ça ne sert à rien de mettre de l'argent sur le sujet du commerce. Donc voilà quelques approches en se disant pour terminer
et parce que je vois que je suis en train de glisser un tout petit peu au niveau du timing que vous m'avez gentiment accordé, c'est de se dire, et demain, il va falloir qu'on travaille ces 4 fonctions, mais qu'on réinvente le commerce, non pas sur des concepts datés d'hier, mais simplement en regardant les consommateurs de demain. Le consommateur de demain, ça sera la génération Z, cette génération de consommateurs, de citoyens avant d'être consommateurs, qui sont nés après 1996, qui n'ont pas connu le monde sans Internet. Ça change tout en matière de consommation. C'est aussi la génération qui a eu des cours d'écologie et de développement durable depuis la maternelle. C'est la première génération dans ce cas. Donc c'est une génération un peu hybride, certes. Et il va falloir qu'on se dise aussi, tiens, à travers les offres produits plus écologiques, plus responsables que je propose, comment je les attire, et à travers le digital, comment je les attire. Cette génération Z, dans 10 ans, ça sera 25% de la population. S'interroger aussi sur les seniors. Les seniors, sur à peu près toute la région Nouvelle-Aquitaine, pardonnez-moi, ça sera à peu près 40% de la population qui aura plus de 60 ans. Ça sera quoi le commerce adapté? Mais une génération senior qui sera aussi extrêmement connectée, qu'il faudra intégrer. Et puis de se dire que, je vous ai mis une photo d'aire de covoiturage, c'est qu'aujourd'hui, les actifs qu'on cherche à capter dans les centres-villes, dans les centres-bourgs, ils travaillent de plus en plus loin de leur domicile. Et aujourd'hui, 70% des achats alimentaires des Français, pour ces raisons-là, sont réalisés après 17h30, entre 17h30 et 20h30. Ça veut dire que sur la question des horaires d'ouverture des commerces, il y a des vrais sujets. Un commerce alimentaire dans un centre-bourg résidentiel pourrait être ouvert un petit peu le matin et surtout beaucoup le soir. Donc, il faut repenser les horaires d'ouverture et puis se dire aussi, pour terminer, ce jeune homme dans son canapé avec des cartons, c'est juste pour symboliser aussi que la population se renouvelle énormément sur à peu près tous les secteurs de la région Nouvelle-Aquitaine que je connais bien pour y mener plusieurs missions. Et de se dire aussi qu'il va falloir que le commerçant soit en capacité d'aller capter ces nouveaux consommateurs. Si on ne rénove pas, si on n'est pas proactif, si on ne passe pas d'un modèle de cueillette à un modèle de conquête, on n'ira pas chercher ces nouveaux consommateurs. Donc, il y a des défis derrière ça. Et donc, les 4 fonctions sont essentielles. Mais sur la question du commerce, je crois que si on veut être bon, si on veut être performant, eh bien, ne théorisons pas, mais repartons des modes de vie et des futurs consommateurs qu'on aura demain sur le territoire. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vingtaine de minutes pour peut-être poser le cadre et puis surtout de se dire qu'il faut peut-être qu'on change notre manière de faire, qu'on soit plus prospectif, plus disruptant et aussi qu'on remette au centre de la réflexion l'usager. Et l'usager, c'est pas toujours un commerce qui recherche, c'est peut-être du service à livraison à domicile. Donc, il va falloir aussi qu'on repense cette dynamique servicielle. On pourrait y revenir dans le débat tout à l'heure. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je coupe ma présentation pour pouvoir justement voir le chat et éventuellement y répondre sous le contrôle de Nicolas. Merci, Monsieur Lestot, pour votre présentation. On aura l'occasion de revenir sur vos propos un petit peu là au cours de nos discussions. Et puis, on vous adressera aussi quelques questions des participants qui ont déjà commencé à affluer. On va prendre un petit temps pour parler un petit peu des expériences de nos témoins du jour. Donc, Monsieur André Meraillon, maire de Barbezieux, et Monsieur Jean-Marie Darmian, ancien maire de Créon et vice-président au conseil départemental de Gironde. Alors, nous allons commencer avec vous, Monsieur Jean-Marie Darmian. Merci beaucoup déjà d'être là. Bon, c'était pas trop long pour venir ici. Non, je suis le local de l'État. Alors, donc actuellement vice-président aux finances du Conseil général de Gironde, vous avez été aussi maire de Créon pendant près de 20 ans, de 1995 à 2014. Vous avez aussi été secrétaire général adjoint de l'Association des maires de France de 2011 à 2014, président de l'Association des villes de Bastide de Gironde de 1995 à 2014. On va revenir un petit peu sur Créon, donc, qui est une Bastide médiévale de 4600 habitants, qui est située à 25 km de Bordeaux. C'est pour ça que vous êtes le local de l'étape aujourd'hui, et qui bénéficie d'un commerce de proximité, on va dire, encore plutôt vivant, malgré une concurrence en périphérie. Alors, plantez-nous un petit peu le décor, et peut-être si on peut revenir déjà sur ce qui s'est passé dans les années 90. Quelles ont été les difficultés auxquelles ont été confrontés les commerces de proximité à ce moment-là, et comment la ville de Créon y a fait face?
Alors d'abord, je partage totalement l'analyse de l'expert qui vient de s'exprimer et je rajouterai quelque chose qui me permet d'avoir du recul par rapport à son exposé, c'est que ça fait, je pense, si je ne me trompe pas, 18 ans que je siège à la CDAC de la Gironde pour représenter les maires pendant un certain temps et le département. Et donc, je me retrouve totalement dans ces propos. Moi, je dirais quelque chose, c'est que si je prends la situation de la Gironde, les surfaces commerciales sont largement supérieures à tout ce qui peut être imaginable, puisqu'on arrive à des sommes, je crois qu'on est à plus de 200 000 m² de surface commerciale accordée et qui n'ont même pas vu le jour. Parce que derrière, il y aurait une autre analyse que ne fait pas l'expert que vous avez cité, c'est l'aspect financier, le jeu financier qui consiste à créer des surfaces commerciales qui ne sont pas toujours exploitées et qui concurrencent les centres-villes. Et moi, je suis un adversaire résolu en CDAC, mais je suis toujours le seul à m'y opposer à l'installation de box, ce qu'on appelle les box maintenant, qui sont pour moi la plaie numéro 1. Et je rajouterai quelque chose à ce que vous avez dit, c'est qu'en CDAC, je vois désormais arriver des dossiers dans lesquels les surfaces commerciales accordent des espaces gratuits aux services médicaux ou aux services paramédicaux. C'est-à-dire que ce que vous avez dit est parfaitement exact, je le dis en toute franchise, parce que j'ai envie de le dire, c'est que ce que vous dites est exact, mais que d'autres s'en sont aperçus avant les élus, puisqu'on trouve des surfaces où ils donnent des surfaces gratuites à des cabinets médicaux, à des cabinets paramédicaux, et même des espaces culturels de plus en plus, parce que par rapport au centre-ville, vous avez oublié quand même l'aspect de la culture présente dans les centres-villes. Je pourrais en parler avec le cinéma de Créon, qui a été le premier cinéma associatif de France dans les années 80. Donc Créon, c'est une ville bastide. C'est l'histoire, les villes bastides. Tout ce que l'on parle aujourd'hui, les créateurs des villes bastides, ils ont appliqué les 4 principes que vous avez définis à la fin. Vous aviez même cité 5 fonctions du centre-ville à l'époque médiévale. Ce qui est très intéressant pour un urbaniste, c'est de relire la charte des villes bastides qui avait été établie en 1315 à Créon et qui contient tous les éléments modernes dont on parle actuellement, c'est-à-dire la nécessité de regrouper les services, les conditions dans lesquelles fonctionne le commerce, le marché, enfin, tout, la fonction administrative, tout. Parce qu'ils considéraient, les créateurs des villes bastides considéraient que si ces fonctions n'étaient pas réunies dans le même lieu, il ne pouvait pas y avoir de vie. L'inconvénient des villes bastides, c'est qu'elles avaient stérilisé par le pouvoir royal tous les commerces dans les communes voisines. Donc Créon avait une centralité. Donc les fonctions du centre-ville étaient déjà sensiblement les mêmes. Tout le temps. Elles n'ont pas évolué au fil des siècles. Même, j'allais dire, le seul problème que l'on avait, c'était d'être aussi bon qu'ils avaient été au départ. On l'a pas été. Et en 78, puisque vous parlez de l'arrivée dans la commune, c'est en 78, je suis élu depuis plus longtemps que j'ai été maire pendant un certain temps, mais j'ai été élu avant. Ah oui, comment vous avez fait, pour revenir un peu sur le sujet, comment vous avez fait face en tant qu'élu de Créon aux difficultés La première chose qu'a fait faire le maire de l'époque, qui était Roger Comont, à qui je ne rendrai jamais assez hommage, Roger Comont a fait faire une étude par une structure dont j'ai perdu ce rapport, parce que je l'ai confié à des étudiants qui ne l'ont jamais ramené, a fait faire un rapport par une structure qui s'appelait LATEC, et qui était de Lyon, et qui a fait des préconisations. Et les préconisations, en 78, c'était les 4 qui ont été exposées tout à l'heure, en disant, vous ne pouvez pas tout baser sur le commerce, alors que pendant des années, Créon avait été une structure essentiellement commerciale, mais il faut renforcer la culture, il faut renforcer les services, il faut renforcer l'habitat, etc. Et à ce moment-là, vous aurez quelque chose de vivant. Et on a pris le premier choc. Le premier choc, il ne faut pas l'oublier, ici, ça a été la métropole. La métropole, dans les années 80, a créé sur sa périphérie, à la limite de sa compétence administrative, pour être clair pour ceux qui connaissent la géographie, Villeneuve-d'Ornon, Saint-Médard-en-Jalles, Mérignac-Soleil, etc., a créé des grands centres qui ont pompé l'attractivité des villes périphériques comme Créon. Et en 78, une étude avait montré qu'un samedi, 30% des familles de Créon partaient faire des achats plaisir, des achats compulsifs ou des achats utilitaires dans ces centres commerciaux. Donc c'est là qu'on a commencé à s'apercevoir. Comment se réadapte-t-on dans cette situation ? Comment on se réadapte ? Il faut absolument persuader les gens que
on se réadapte en habituant les gens à revenir dans ce que j'appelle plus, moi, un centre-ville, et que j'ai jamais appelé un centre-ville, j'appelle un centre de vie. C'est-à-dire, c'est un endroit où l'on vit. On ne vit pas la ville, on vient vivre ce centre. C'est-à-dire, on vient le vivre parce qu'on va chez le kiné. Il y a 2 maisons médicales à Créon très fortes, très puissantes, qui sont dans le centre-ville. Le cabinet de radiologie est un peu à l'écart, mais il est à 300 mètres du centre-ville. Le collège, l'école, le cinéma, la bibliothèque. Donc les infrastructures dans le centre, déjà. Toujours dans le centre. Ça a été très difficile. Parce que la tentation, c'était de prendre le pré à Jules à 1 km du centre et de faire une médiathèque dans le pré à Jules. D'ailleurs, il était très content, Jules, parce qu'il vendait son pré très cher à la mairie. Et donc, l'idée, c'est le maire, les villes Bastides, quand vous dites à votre conseil municipal que vous allez raser un îlot de la ville Bastide, pour faire un centre culturel, je me souviens des discussions, ça n'a pas été simple. Mais n'empêche que désormais, le centre culturel est au cœur de la ville, la bibliothèque est au cœur de la ville, à 50 mètres des commerces. Et je dis qu'on a gagné le changement lorsque j'ai vu des commerçants dire « Venez dans mon commerce », sur un tract, je me souviens, je l'ai toujours gardé, ils disaient « On est installé rue du cinéma ». Que le commerçant avait compris que le repère du client, ce n'était pas la rue, s'appelait du docteur Fauché, c'était la rue du cinéma. Et c'est le cinéma qui redonnait sa légitimité au commerce par son emplacement. Donc là, on comprend que les services aussi sont liés avec le commerce. Mais Totalement. Remettre des commerces dans le centre-ville, c'est mettre l'épicerie sociale et solidaire, c'est mettre le centre social. C'est tout un tas de clientèle qui ne va pas venir au centre-ville pour un acte d'achat, mais qui, le jour où il aura besoin d'un acte d'achat, saura qu'il peut le faire dans le centre-ville. Et sur l'aménagement concernant les mobilités, comment est-ce que vous avez organisé ça? Je crois que vous aimez parler pas trop de ronds-points, mais plus de cercles concentriques depuis la place de Je haïs les ronds-points. La place de Créon, d'ailleurs, historiquement, vous le savez, toutes les villes bastides du sud-ouest de la France, elles sont en place carrée. Hein? Voilà, carré. Donc moi, je suis pour le carré, je ne suis pas pour le rond-point. Le rond-point, pour moi, c'est la couillonnade qui facilite le trajet domicile-travail et qui permet aux gens d'arriver plus vite sur les embouteillages de la rocade de Bordeaux. C'est tout, voilà. Ça ne sert pas à autre chose. Mais au département, je dois dire que je suis financièrement bien doué parce que quand j'enlève les sommes faites sur les ronds-points, on pourrait revitaliser beaucoup de centres-villes. Ça, c'est un autre problème. Mais en ce qui concerne le Créon, c'est simplement, ça a été de prendre conscience de ça. Difficile. Pourquoi? Parce que les commerçants qui étaient installés avaient une rente de situation. Ça a été très bien dit dans le problème. C'est-à-dire, ils étaient dans la cueillette. Le mercredi matin, il y a à peu près, on a d'après l'étude, entre 3 000 et 4 000 clients sur le marché de Créon, mais c'est de la cueillette. Ces gens, ils viennent cueillir. Maintenant, il faut qu'ils soient dans l'attractivité. Et j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit. La grande discussion que j'ai menée, c'est changer les horaires des commerces. Je donne un autre exemple. À Créon, depuis des siècles, on ferme le lundi. Or, le maire a fait une politique touristique basée sur le vélo. Mais un touriste anglais qui arrive le lundi à Bordeaux, remarquez, il est habitué, il s'est fermé le dimanche. Mais il arrive le lundi, il n'y avait pas de restaurant, rien ne fonctionne le lundi. Et si on est dans le modernisme, eh bien, le lundi, les gens... Par exemple, vous développez des gîtes, les gens ils arrivent dans un gîte le dimanche soir, tous les restaurants étaient fermés. Bon. Donc il a fait une table ronde, on s'est répartis, il y a un restaurant qui ouvre le lundi, un autre qui ferme le mardi, et désormais à Créon, la plupart des commerces sont ouverts jusqu'à 20h. Donc inviter les commerçants à réadapter un évidemment, petit peu le maire ne peut pas faire la cueillette pour les commerçants. C'est à eux de s'adapter. Un boulanger qui est fermé maintenant, si vous allez sur la route de Créon, vous passez à Camblan, à un rond-point, boulanger, il a marqué en gros dernière cuisson à 19h. Parce que cette clientèle, elle revient de Bordeaux à son domicile entre 18h et 20h. Mais s'il fait à Créon sa cuisson à 14h, eh bien à 14h, Créon, c'est désert. Et Créon revit à partir de 17h jusqu'à 20h. Monsieur Darmon, je vois aussi que le temps file. Je voulais aussi vous poser la question sur la manière dont vous avez travaillé sur les mobilités. Comment est-ce qu'on coordonne vélo, espace piéton, voiture pour amener des gens en centre-ville? Comment vous avez organisé ça à Créon? Je suis tellement vieux que j'ai été aussi président du Club national des villes et territoires cyclables pendant 11 ans. Donc, à force, je deviens chiant d'ailleurs, parce que quand je dis que j'ai des expériences, on dit les vieux.
À Créon, le problème, c'est qu'on a été la première ville à expérimenter, et ce que je conseille aussi, c'est les zones de rencontre. Et ce n'est pas l'exclusion d'une mobilité. Je suis affolé quand je vois des maires qui disent plus de voitures. Enfin, je ne vais pas donner l'exemple, mais plus de ça, plus de ça, plus de ça. Non, le principe du club des villes et territoires cyclables, c'était d'inverser les priorités d'accès au centre-ville. Le piéton, le vélo et la voiture qui arrive en troisième position. Mais ce n'est pas pareil que de dire plus de ça, plus de ça, plus de ça. Ce n'est pas possible. Il faut faire cohabiter sur l'espace public. Donc, par exemple, la première mesure qu'on a prise, tous les lieux publics, quels qu'ils soient à Créon, commerce compris, sont reliés par des pistes cyclables. Tous les lieux publics sont reliés par des pistes cyclables. Mais ça ne veut pas dire que la voiture est exclue. Donc, c'est la volonté que l'on a de faire cohabiter dans le centre-ville des vies différentes, des mobilités différentes et des offres différentes. Un centre-ville ne vit que dans la diversité, il ne vit pas uniquement sur le commerce. Très bien, merci beaucoup pour cette première partie du témoignage. On va revenir après, on va continuer après nos discussions avec la question aussi des participants. Colline, je te laisse la parole, et Monsieur Moraillon aussi. Bonjour, Monsieur Moraillon. Bonjour. Monsieur Moraillon est maire de Barbezieux-Saint-Hilaire, comme on l'a dit tout à l'heure, une commune qui près de 4700 habitants, située en Charente à 40 minutes de Cognac au nord-ouest et à 40 minutes d'Angoulême au nord-est. C'est bien ça, à peu près, pratiquement. 20 minutes. 20 minutes. Barbezieux-Angoulême, 20 minutes. 20 minutes. Donc en 2014, il a engagé une démarche de revitalisation de son centre-bourg et notamment pour dynamiser les commerces du centre. Donc, est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait de Barbezieux en 2014, un petit peu particulièrement sur les commerces, les taux de vacances, l'offre qu'il y avait? Bien, alors, comme vous l'avez dit, donc Barbezieux est en Charente. Nous sommes sur la Nationale 10, à 20 minutes d'Angoulême et 40 minutes de Bordeaux. Nous sommes presque au centre de la nouvelle région, donc Aquitaine, et une ville donc de 5000 habitants. Nous sommes également au cœur de notre communauté de communes. La communauté de communes s'appelle des 4B, puisque c'est les 4 anciens chefs-lieux de canton, que sont Beynes, Blanzac, Brossac et Barbezieux. Donc on est en plein cœur. Et avec la communauté de communes fait 20 000 habitants, nous 5 000, vous voyez ce que ça représente, 25% par rapport à ça. Alors vous l'avez dit en 2014, donc nous sommes arrivés à la mairie de Barbezieux avec notre équipe, et on avait dressé bien sûr un constat l'année précédente, puisqu'il faut faire sa profession de foi, comme on dit. Et donc, Barbezieux est une ville endormie, une ville sale. À titre d'exemple, en 2005, Barbezieux avait 3 fleurs et ils avaient décidé d'arrêter. Il n'y avait plus du tout de fleurs dans la ville de Barbezieux. Et donc, on avait notre objectif, on en avait 2. Le premier, et ça rentre effectivement dans les discussions qu'on a eues tout à l'heure, la première, c'était d'arrêter la revitalisation au niveau de la médecine. Il faut savoir que lorsqu'on a fait notre constat, si rien n'avait été fait à Barbezieux, en 2020, cette année, nous n'aurions plus que 2 médecins généralistes, alors qu'il y en avait 8, 6 ans plus tôt. Donc ça, c'était un des premiers objectifs. Et on y reviendra parce que ça fait partie des services en centre-ville. La deuxième priorité, c'était la revitalisation, effectivement, du centre-bourg. On avait fait un constat sur les commerces de proximité en variation nette, c'est-à-dire entre les ouvertures, les fermetures, les transferts en périphérie, nous étions à moins 10. Donc, moins 10 commerces. Voilà. Je peux vous donner déjà le chiffre. 6 ans après, en 2020, nous sommes à plus 6. Okay. Donc, ça veut dire qu'on a fait une inversion de 15 commerces en centre-ville en moins de 6 ans. Et le deuxième point qui est important, puisqu'on y reviendra, c'était effectivement de faire revenir la population dans ces centres-villes, comme ça a été dit donc par Monsieur le maire, à savoir que nous avions 25% de taux de vacances en centre-bourg et en centre-ville. C'est-à-dire que la plupart des commerces qui étaient ouverts ou fermés, des vitrines, avaient autrefois effectivement le logement qui se situait au-dessus du commerce. Et tous ces logements-là étaient fermés. Nous avions donc 25% de vacances en centre-ville sur l'habitat. Donc, ça a été effectivement le deuxième axe de travail sur lequel on a travaillé. D'accord. Et comment vous y êtes pris du coup, pour redynamiser tout ça et avec qui allez-vous travailler pour y arriver? Alors, si je prends le commerce de proximité, il faut savoir qu'on a reçu un bon coup de pouce, puisqu'en 2014, nous avons été fléchés
avec la communauté de communes dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt. Et donc en Charente, il y a eu 3 villes qui ont été fléchées, Confolens, Roumazières et Barbezieux, et nous avons fait notre appel à manifestation d'intérêt. Nous avons été retenus parmi 52 lauréats en France, il y avait 300 villes qui avaient été fléchées, et donc on a été retenus par cet appel à manifestation. Ce qui nous a permis, très rapidement, au niveau de la communauté de communes et la ville de Barbezieux, de bénéficier de l'ingénierie. Parce qu'effectivement, dans une ville de 5000 habitants, nous n'avions pas effectivement l'ingénierie pour établir à la fois le diagnostic et après attaquer la deuxième phase, qui est la phase opérationnelle. Et donc, en termes d'ingénierie, on a d'abord reçu pour le commerce de proximité une analyse qui a été faite par la Chambre de commerce. Et au niveau de l'habitat, par un cabinet, on a travaillé avec Solia, qui est venu faire effectivement, là aussi, l'inventaire et voir quels étaient les îlots prioritaires sur la ville de Barbezieux qu'on pouvait réhabiliter justement pour faire revenir donc, les gens donc, en centre-ville. D'accord. Et est-ce que par rapport à tous ces commerces-là, tout ce que vous avez essayé de faire pour revitaliser, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui ont été lancées dont vous pouvez nous parler? Bien sûr. Alors, la première action qu'on a lancée dès 2014, parce qu'il a fallu ouvrir des dossiers rapidement, eh bien, on a ouvert le dossier village-étape. On a voulu que Barbezieux soit village-étape, puisque au nord, la dernière ville, c'était Divonne, qui était dans la Vienne, et au sud, il n'y en avait pas. Et donc, on avait une situation géographique qui nous permettait rapidement de devenir village-étape. Donc, on a fait un dossier, c'est un dossier lourd qui a demandé plus d'1 an. Et en 2015, nous avons été retenus comme village-étape, ce qui permettait déjà de faire sortir un certain nombre de personnes de cette nationale 10 pour venir dans le cœur de ville, qui était à peu près 1 km, 1,5 km des sorties nord-sud de cette nationale 10. La deuxième chose que l'on a fait donc sur le commerce de proximité, c'était une idée qu'on avait lancée, c'est la boutique à l'essai. Donc en 2015, on a lancé la boutique à l'essai et ça a mis beaucoup de temps de trouver des porteurs de projets parce qu'on a mis en place ce qu'on appelle un comité de pilotage avec effectivement l'association des commerçants de Barbezieux, les chambres consulaires, mais aussi les banques, les experts comptables, donc pour constituer. Et on a ouvert la première boutique à l'essai, voyez-vous, qu'en 2018. On a mis donc 3 ans pour avoir la première boutique. Et ce qui est intéressant, c'est que l'année suivante, on a ouvert une deuxième boutique à l'essai. Sur les 2, il y en a une qui est devenue définitive, donc depuis le début. Boutique à l'essai, je rappelle simplement, c'est, si vous voulez, il y a donc une convention qui est faite avec le propriétaire qui accepte effectivement de baisser le taux de son loyer de 20% par rapport au loyer existant. Et puis, il y a les partenaires que j'ai cités tout à l'heure qui apportent des services gratuits. Donc, pour aider effectivement ces porteurs de projets pendant 1 an, on les suit. Et au bout d'1 an, on espère qu'ils vont pouvoir rester effectivement boutique définitive. C'est le cas d'un bouquiniste donc, qui s'est installé et qui aujourd'hui est toujours en activité. Parce que vous en avez eu combien du coup Alors, on avait lancé 2 boutiques à l'essai. D'accord. Donc, il y en a une qui vit toujours. La deuxième est arrêtée. Et comme on est devenu en 2019, donc ville et métiers d'art, donc village étape et ville et métiers d'art maintenant, on a installé dans cette deuxième boutique à l'essai des artisans métiers d'art. Ils sont 10. Depuis maintenant, ça va faire 6 mois. Et ils viennent de renouveler leur bail puisqu'ils font une activité artisanale en plein centre-ville avec des animations devant le magasin, dans la rue la plus commerçante de Barbezieux. Et donc, maintenant, c'est bien reparti. Et donc, cette deuxième boutique, entre guillemets, à l'essai, vit aussi. D'accord. Et l'autre opération qu'on a lancée avec l'association des commerçants, puisque la première opération, c'est plus la ville qui l'a portée, et la portée avec les commerçants, c'est les boutiques éphémères. Et ça marche très bien. Ça fait la 5e année qu'on le fait. Ces boutiques sont ouvertes 2 mois de l'année, novembre et décembre. Ça coïncide avec le marché de Noël qui est important en centre-ville et les fêtes de Noël. Et sur ces boutiques éphémères, eh bien, dès la première année, on a une boutique qui est devenue définitive. Ça fait maintenant 5 ans qu'elle est au cœur de ville. La deuxième année, il y en a 2 autres qui étaient éphémères et qui sont devenues également des boutiques définitives, ce qui amène le chiffre que je disais tout à l'heure, qu'on est passé aussi en variation positive grâce à l'opération de boutique éphémère. Voilà.
Et justement, pour installer ou pour proposer ces boutiques éphémères ou ces boutiques à l'essai, la mairie, au niveau par rapport au taux de vacances, elle peut récupérer des logements des anciens fonds de commerce, des anciens commerces. Comment ça se passe? Alors absolument, c'est-à-dire qu'on a déterminé 2 axes au niveau de cette activité commerciale, des commerces de proximité, et systématiquement, dès qu'il y a une vente, on préempte. Et donc, je prends l'exemple de la 2e boutique à l'essai. Il y avait effectivement un investisseur qui avait l'acheté pour faire un duplex. On a préempté, on a acheté l'immeuble et c'est là où on a installé effectivement cette boutique à l'essai. Voilà. Et pour dynamiser ce commerce de proximité, ce que l'on a fait, puisqu'on fait une action commune avec la communauté de communes, parce qu'à l'époque, j'avais la casquette de vice-président en charge de l'économie à la communauté de communes, c'est qu'on a mis en place un manager de centre-ville. Donc, on a un manager de centre-ville également, dont la mission, je crois qu'elle est claire, c'est de dynamiser et d'aider l'ensemble des commerces, effectivement, à pouvoir, notamment avec la période qu'on vit, puisque ça a été dit aussi, de se mettre sur les plateformes, bien sûr, maintenant, eh bien, c'est le rôle du manager, effectivement, d'aider les commerces à changer leur horaire d'ouverture, ça a été dit aussi tout à l'heure, à s'adapter, je dirais, maintenant, à cette clientèle qui revient, donc, justement, en centre-ville. Et c'est le 2e volet qu'on pourra développer, si vous voulez, c'est sur l'habitat, les mesures qu'on a fait également sur l'habitat et sur les services sociaux. D'accord. Et dans toutes ces évolutions, quelle a été la place de l'habitant, des habitants? Il y a eu des actions qui ont été faites avec eux, ils ont pris part à tous ces projets. En 2014, quand nous sommes arrivés à la mairie, on a voulu effectivement tout de suite faire participer les habitants. Et on a mis en place 5 comités de quartier. Dans la ville de Barbezieux, je vous l'ai dit, c'est 5000 habitants. On a pris les bureaux de vote. Et par les bureaux de vote, effectivement, on a constitué des comités de quartier. Donc, ce sont des comités qui sont entre 15 et 30 membres maximum, voilà, qui se réunissent, qui fonctionnent. Ils ont 2 conseillers référents pour les accompagner dans leurs réunions, l'animation, mais on ne s'ingère pas dans le fonctionnement de ces comités de quartier. Ce sont des forces de proposition pour améliorer la vie au quotidien, mais aussi, ils nous font part d'investissements qui verraient bien à la fois pour leur quartier, mais aussi pour l'ensemble de la ville, ce qui serait utile pour pouvoir effectivement que la vie au quotidien soit beaucoup plus intéressante. Donc, on s'appuie sur ces comités de quartier qui sont élus pour 2 ans, qu'on renouvelle. On devait, là, au mois de décembre, renouveler la 3e mandature de ce comité de quartier. Bon, là, avec le Covid, on va décaler ça en début d'année. Et on a, parce qu'on a les comités de quartier, bien sûr, ce sont des adultes, mais on a mis en place aussi, qui nous aide, un conseil municipal des jeunes et un conseil municipal des enfants. Voilà. Eux aussi, ils sont élus pour 2 ans. Et donc, ils nous apportent effectivement, là aussi, leurs remarques, leurs critiques, leurs souhaits. Et donc, on fait travailler la population. Il y a eu des résultats, du coup, ça a donné des résultats? Je prends un exemple concret, par exemple, au niveau des jeunes, ils voulaient un skatepark. Aujourd'hui, le skatepark est fait. Il y a un skatepark, je dirais, moderne. On est venu d'ailleurs visiter dans le coin, puisqu'il y a un skatepark ici. Voilà, juste ici. Donc, on s'est déplacé avec les enfants ici pour voir ce qu'ils étaient. Et on a fait un super skatepark. Je peux vous assurer qu'il y a des gens qui viennent d'Angoulême, de Cognac, de Royan, parce que c'est un skatepark moderne. Et donc, ils sont intéressés. Donc, oui, on a pris effectivement l'idée sur les comités de quartier et les comités de ville. Et si on se recentre sur le commerce, aujourd'hui, comment ça se situe par rapport aux taux de vacances ou même la dynamique? Est-ce qu'on peut dire que la ville endormie s'est réveillée? Eh bien, ne serait-ce que par les chiffres, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, on était en variation nette négative il y a 6 ans, on est passé maintenant, on est à plus 6. On a arrêté cette hémorragie. Il faut savoir qu'en 1997, le centre Leclerc, qui est presque en centre-ville, hein, il est à 300 mètres, 400 mètres du centre-ville, a ouvert une galerie marchande et il a effectivement pillé ce centre-ville, puisque ce soit les coiffeurs, que ce soit le pressing, que ce soit la maison de la presse. La maison de la presse en centre-ville, c'est important. Et bien, tout ça, c'est parti dans la galerie marchande. Donc aujourd'hui, on a arrêté cette hémorragie. Les commerces reviennent en centre-ville, parce que aussi on a pris une mesure. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a bénéficié de cet appel à manifestation et on vient d'être également retenu, et je remercie la région Nouvelle-Aquitaine, on vient d'être retenu dans un nouveau projet par rapport à ça, et on a souscrit au moratoire qui nous a été demandé par le président Rousset sur l'ensemble des départements, c'est effectivement d'arrêter les constructions nouvelles
de moyenne et grande surface, donc au niveau même de la périphérie de Bar-de-Dieu. Et donc, c'est terminé, on a pris ces dispositions-là. On a refusé, par exemple, que le centre Leclerc ouvre un pôle auto, voilà, pôle auto qui aurait concurrencé les 6 petits garages que l'on a dans la périphérie ou au centre-ville, ou donc d'autres magasins. Donc, il faut absolument, effectivement, qu'on sauvegarde, je dirais, et qu'on aide le centre-ville à vivre. Et comment on peut expliquer aux habitants le temps long, en fait, que ça prend du temps d'arriver, de faire évoluer les choses? Comment on peut leur faire comprendre? Ben, je crois qu'il faut vite montrer au moins un exemple. Le premier exemple que l'on a pris, je vous l'ai dit, la priorité, c'était les services et la désertification médicale. Et donc, tout de suite, dès 2014, on a dit, on va vous faire effectivement en centre-ville, donc une maison pluridisciplinaire de santé. Et donc, c'est par les actes, je dirais, qu'on arrive à convaincre cette population. Et effectivement, ça demande 4 ans, parce qu'on ne construit pas une maison de santé comme ça. Et donc, on avait confié ça à un premier adjoint qui était un médecin en retraite, donc qui a pris ça à bras le corps, parce qu'il faut aussi donc avoir des personnes capables de parler à ces médecins. Et donc, en 2018, on a inauguré cette maison de santé qui est en cœur de ville. Et on a aujourd'hui donc 6 médecins généralistes qui sont dans cette maison de santé, alors qu'on était des dire qu'on en avait plus de 2. Et on a 25 professions médicales et paramédicales. On a 2 cabinets d'infirmières, on a une diététicienne, on a un réflexologue, on a un ostéopathe, on a sèche-femme, etc. Et tout, à tel point que 2 ans après, on prend la décision là pour 2021 de mettre 2 cabinets supplémentaires. Il faut déjà faire une extension de cette maison de santé pluridisciplinaire en centre-ville. Voilà, donc ça c'est important. Ok, et pour terminer, avant de passer à l'interview croisée, aujourd'hui avec le contexte un petit peu compliqué, comment vous arrivez à soutenir les commerces qui sont dans votre centre-bourg? Est-ce que vous avez mis des choses en place ou est-ce qu'il y a une aide qui est… Alors, il y a plusieurs choses, oui. Et d'abord, je vais revenir sur l'habitat. Oui. Parce que si effectivement on a ces commerces qui commencent à revivre en centre-ville, c'est qu'on a pris des décisions sur l'habitat. Comme j'ai dit tout à l'heure, il fallait faire revenir ces gens-là, avec un taux de vacances de 25%. Alors, avec donc la communauté de communes, on a mis en place, et avec l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, l'ANA, un certain nombre de mesures. Il faut savoir que la ville de Bar-de-Dieu a dégagé pour la mandature 600 000 € pour aider effectivement les logements vacants. Les logements vacants, la définition qu'on leur a donnée, il fallait qu'ils soient au minimum, depuis 1 an, totalement vacants. Je peux vous dire que la plupart des opérations qu'on a réalisées, on est rendu aujourd'hui à peu près à 12 ou 15 immeubles qui sont en réhabilitation. Hier soir, nous avions un conseil municipal, on a passé 3 dossiers d'immeubles en centre-ville qui étaient vacants depuis 10 ans ou 15 ans, okay, et qui aujourd'hui ont bénéficié, on leur accorde, nous, 100 € du mètre carré, 100 € du mètre carré réhabilité, et la communauté de communes, 22 €. Et donc, ils peuvent soit bénéficier de la mairie et de la communauté de communes, mais aussi ils peuvent bénéficier, suivant certaines conditions, de l'ANA, de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Et donc, on a aujourd'hui, sur les 3 immeubles qu'on a passés hier soir, c'est 10 logements qui sont totalement occupés. Donc, depuis à peu près un peu plus d'1 an, on a actuellement 30 à 40 foyers qui viennent de réintégrer le centre-ville de Bar-de-Dieu. Et nous avons en cours actuellement 6 ou 7 immeubles qui sont en train de se réhabiliter pour recevoir ces gens-là. Et je ne parle pas, on a au moins 4 ou 5 immeubles qui ont été effectivement repris par des investisseurs et qui ne demandent ni les aides de l'ANA, ni les aides de la ville. Cela, je ne les ai pas encore dans les chiffres. Donc, la réhabilitation du centre-ville se fait ici. Et dans le cadre de l'opération, nous avons effectivement, le maire le disait tout à l'heure, là, on a tout un quartier, un îlot, ça y est, on a tout acheté entre l'établissement public foncier et la ville de Bar-de-Dieu, qui va être démoli. Et là aussi, parce que nous sommes site patrimonial remarquable, donc on est confronté à l'architecte des bâtiments de France, et donc il faut se battre pour effectivement démolir ces îlots qui sont en plein cœur de ville. Mais bon, on arrive à trouver des solutions. On va finir par vous inviter même pour le prochain webinaire qui va traiter de l'habitat plus spécifiquement, si ça que vous êtes déjà en avance. Voilà. Et donc, on est en train de réhabiliter donc, tout ce cœur, là, en plein centre-ville, où on va avoir d'abord une résidence groupée pour les personnes âgées, voilà,
parce qu'on a de la demande, des gens veulent revenir effectivement dans les centres-villes, je crois que ça a été dit. Et puis, on va avoir effectivement 4 beaux logements de 120 ou 140 mètres carrés, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas l'offre pour recevoir effectivement, on a de la demande pour des F4, des F5. Et ce qu'il faut savoir aussi qu'à Barbezieux, on a quand même 2500 scolaires qui viennent tous les jours à Barbezieux, et on a 2500 salariés qui travaillent sur Barbezieux. Et donc, tout ça, on n'a pas l'offre, notamment pour des directeurs, que ce soit directeurs d'hôpital ou des cadres des entreprises de Barbezieux. Et malheureusement, dans l'offre des F4, des F5, on n'en a pas. Il faut absolument aussi en amener en centre-ville, et c'est ce qu'on est en train de faire aussi. D'accord. Très bien. Je vous remercie pour toutes ces informations. Nicolas. Écoutez, merci beaucoup. Puis on a bien vu à travers vos interventions là qu'on a parlé aussi beaucoup d'habitat, de services, d'aménagement, de mobilité, parce que le commerce dépend aussi de l'ensemble de ces fonctions-là. Je pense que ça a vraiment donné du corps aux propos introductifs de Monsieur Lestou. Peut-être on peut directement aller avec les questions des participants. Colline, on a fait une petite synthèse Apparemment, dans les quiz, on a fait une petite synthèse. Oui, alors une petite question sur un peu, tant qu'on y est, sur la boutique à laisser. Quel est le reste à charge du loyer pour le commerçant? Le reste à charge, c'est 80%. D'accord. Voilà. Alors, les loyers, on va dire de moyenne, hein, les loyers sont aux alentours entre 400 et 500 euros. Voyez-vous, donc le propriétaire accepte 20%, vous voyez, ça fait 100 euros, ben, il va rester 350 ou 400 euros pour le commerçant. Une question après sur le stationnement. Est-ce que une vraie question, le stationnement pour l'attractivité commerciale, quel est votre point de vue à tous les deux dessus? Peu importe ceux qui veulent commencer. Alors, le stationnement est très, très important. Et quand on parlait tout à l'heure du cœur de ville et de la vie en centre-ville, il est évident que s'il n'y a pas d'abord de stationnement, il n'y a pas de business. Les gens vont dans les grandes surfaces qui sont à côté. Donc, il y a 2 choses, nous, que nous avons fait. La première, c'est qu'on a ouvert un parking en centre-ville, en plein cœur de ville, de 80 places. Donc, ça, c'est important. Et la deuxième, effectivement, on a travaillé sur les zones bleues et les arrêts minutes. Donc, ça, c'est très important. Et ce qui a été fait aussi, et ça a été dit tout à l'heure, c'est qu'on a fait en centre-ville déjà 2 zones de rencontre. Donc, ce sont des zones à 20 ou 30 à l'heure suivant priorité vélo, piéton et voiture. Et nous allons, la prochaine, là, on est en train de finir la requalification du château et on va faire une liaison supplémentaire avec le château. L'année prochaine, on va ouvrir une 3e zone de rencontre pour pouvoir effectivement permettre l'arrivée en centre-ville. Donc, il faut le stationnement, c'est les zones bleues, c'est les arrêts minutes et c'est du parking en centre-ville pour éviter effectivement donc une fuite vers les grandes surfaces périphériques. Je veux bien rebondir sur la question du stationnement. Comment s'est posé le problème du stationnement? Il y a une place centrale que tout le monde voudrait voir sans voiture, mais le constat que l'on avait effectué, c'est que 60% des places étaient occupées à la journée par les commerçants eux-mêmes. Et c'est les commerçants qui, dans la commission extra-municipale, enfin, dans la commission à Créon, on a une spécificité, on est en autogestion permanente, c'est-à-dire la ville n'est pas gérée par les élus, mais par les associations. Je vous invite à lire un excellent livre là-dessus qui s'appelle « Le partage du pouvoir local » et vous verrez que Créon est une spécificité tout à fait nouvelle et novatrice depuis le début, puisque la ville est gérée par 42 associations et la mairie n'a aucun service, ils sont tous gérés par les citoyens. On en parlait tout à l'heure. L'auteur du livre est parmi nous. L'auteur du livre est parmi vous. Et par rapport à cette place, quand on disait aux commerçants, mais il faut qu'il y ait des places de parking parce que nous, on ne fonctionne pas, on avait fait des relevés des plaques d'immatriculation et on avait vu que 60%, c'était les commerçants. Donc, j'avais une idée géniale, comme tous les maires qui se respectent, ils ont tous des idées géniales, de faire un parking réservé aux commerçants avec un bib qui leur était attribué à 50 mètres de la place centrale. Eh bien, ça a duré 6 mois. Parce que tous avaient une excuse pour ne pas aller dans le parking réservé. Et donc, le parking réservé était vide. Par contre, la place était toujours pleine. Donc, quand on parle du rôle des élus, les élus ont leurs limites dans leur rôle. Ils sont force de proposition. Mais si les commerçants eux-mêmes ne s'approprient pas
ce qui correspond à leur propre démarche, ça a capoté. Le parking est redevenu un parking public. On a enlevé les barrières, ils n'ont plus de parking réservé. Et tout à l'heure, l'intervenant parlait d'une étude notariale. Créon a une spécificité, c'est qu'on a la 3e étude notariale hors métropole d'Aquitaine. Il a 20 salariés. 20 salariés, c'est 20 voitures. Et 20 voitures sur la place, c'est un tiers du nombre des places. Sauf que chaque salarié avait une raison pour surveiller sa voiture pour pas qu'on lui vole, parce qu'il en avait besoin dans la journée pour se déplacer, parce qu'il n'avait pas une mobilité. Donc, il faut être conscient que le stationnement, alors donc on a fait une zone bleue, mais elle a une particularité à Créon, c'est que la zone bleue, il n'y a pas d'agent de police municipale à Créon, donc elle ne fonctionne pas. Donc, c'est comme ça. Mais on est passé par toutes les études possibles sur le stationnement. La seule chose qui compte, c'est que quand vous améliorez l'habitat dans le centre-ville, un T4, c'est quelquefois 2 voitures. Et donc, il arrive un moment où plus vous augmentez le nombre d'habitants, plus le stationnement est pris par les habitants eux-mêmes. Donc, il y a une sorte d'équilibre permanent à trouver, mais la vraie solution sur le stationnement, celui qui l'a, tant mieux pour lui, parce qu'on peut lui prédire un grand avenir, parce qu'il aura la vraie solution. Mais toutes les villes sont passées aux zones bleues, ont abandonné les zones bleues, sont revenues aux zones bleues, ont fait des parkings souterrains qui ne sont pas utilisés, parce que, je prends l'exemple de Libourne, dans les villes bastides, qui a fait un parking souterrain il y a quelques années, et la place est vide. Est-ce que c'est utile pour le commerce du centre-ville? Je ne sais pas. Moi, je suis très prudent là-dessus. Il n'y a pas forcément de solution miracle. Il y a beaucoup de parkings à trouver de proximité. Alors, avant de laisser réagir David, David Lestou, je voulais vous poser une question sur toujours sur les questions faciles, sur les périphéries commerciales. Parce que comment, quand on est maire, on accueille des opérateurs qui vendent des dizaines, des centaines d'emplois sur des zones commerciales à ouvrir à côté du centre-ville en périphérie. Comment gérer ces opportunités ou ces menaces? Ça dépend comment on peut les considérer. Alors, dans le dernier mandat à la CDAC de la Gironde, j'ai vu qu'un seul maire a refusé une implantation commerciale. Je résume. Ouais, c'est bien résumé. Voilà. Un seul maire a dit « je ne veux pas de cette implantation commerciale ». Quelquefois des implantations commerciales qui sont à 3 km ou 4 km du centre-ville. Le maire de Barbezieux parlait d'un centre Leclerc à 300 mètres ou à 400 mètres du centre-ville. Moi, je considère que pour que le centre-ville fonctionne, il faut qu'il y ait des gens qui y viennent. Et l'expérience, l'étude faite avec le Carrefour, qui est à un peu plus loin, 600 mètres à peu près du centre-ville, c'est qu'une part de cette clientèle va dans des commerces du centre-ville spécifiques, parce que s'il veut du jambon d'York qui n'est pas sous cellophane, il ira l'acheter chez le boucher qui lui offre du jambon d'York bio, fabriqué à la main, etc. Il y a une clientèle pour toutes les formes de commerce. Et l'avantage du centre-ville, c'est qu'il doit vivre de toutes les formes du commerce et pas d'exclure l'un plutôt que l'autre. Le seul problème, c'est les zones qui sont très loin du centre-ville et qui ont recréé des centralités qui sont des centralités concurrentes. C'est un autre centre-ville qui se déplace. Et c'est ça le risque. Mais lorsque la surface commerciale... D'ailleurs, entre parenthèses, on a reçu les groupes à la CDAC, les grands groupes investisseurs, ils reviennent dans les centres-villes avec des structures qui sont des structures plus modestes, plus conviviales, etc. Et je termine là-dessus, simplement. On vient d'innover à Créon en créant la première société coopérative d'intérêt collectif. Ça a été dit aussi par l'intervenant tout à l'heure, qui s'appelle Entre deux mondes, qui vient de créer le premier magasin dans le centre-ville pour les producteurs, 40 producteurs. C'est des coopérateurs, on est 80 coopérateurs. On a créé cette structure toujours en autogestion, avec un bar associatif, avec une coworking, mais dans le centre-ville. Et seulement, la première journée, puisque je suis un peu mandataire financier, donc
je surveille un peu les recettes. L'épicerie a fait quand même plus de 3 000 € de chiffre d'affaires dans une journée. Elle fait en moyenne 1 500 € de chiffre d'affaires. Mais c'est un moyen de ramener les producteurs dans le centre-ville. Ils ne sont pas dans la concurrence, là. Ils amènent une clientèle. Et cette clientèle, jusqu'à présent, elle n'avait pas satisfaction dans la grande surface ou elle n'avait pas satisfaction puisqu'il y a des clientèles différentes. Donc, c'est la diversité qui fait le centre-ville et pas forcément un type de commerce en particulier. Merci beaucoup. Monsieur Marion, vous avez déjà réagi sur cette question juste avant. Vous voulez peut-être compléter votre propos très brièvement, puis on va donner la parole à Monsieur Lestou qui souhaite réagir. C'est important. Je crois qu'on a besoin effectivement quand même des grandes surfaces. Sur Barbezieux, on a 3 grandes surfaces. On a Leclerc, on a l'Intermarché, on a Lidl qui vient d'ailleurs de faire un magasin de toute beauté qui existait, mais il l'a remis, je dirais, au bout du jour. Donc, on a besoin d'eux. Mais effectivement, à un moment donné, il faut savoir se limiter par rapport à ça. Donc, quand ils veulent faire des aménagements pour eux aussi rester concurrents, parce qu'il y a la concurrence, nous, c'est Angoulême et Cognac qui sont autour de Barbezieux. Donc, il faut qu'ils restent effectivement toujours attractifs. Mais d'un autre côté, c'est de ne pas accepter. Je vois Martine Pinville qui est ici et on participe justement à la commission départementale d'aménagement commercial en Charente. Elle représente la région et moi je représente les communautés de communes. Eh bien, on se bat par rapport à ça. Et donc, nous, on a refusé sur Barbezieux, comme je vous l'ai dit, l'arrivée d'un pôle auto au centre Leclerc qui aurait concurrencé les garagistes. On n'est pas effectivement dans l'alimentaire, mais ça existe aussi. Et donc, on refusera effectivement systématiquement des constructions nouvelles dans la périphérie de Barbezieux, quelles que soient les surfaces, que ce soit des surfaces alimentaires ou non, qui viendront effectivement concurrencer l'attractivité du centre. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Lestou, vous voulez peut-être réagir, puis on va voir s'il n'y a pas d'ailleurs des questions pour vous. Je vous laisse la parole. Oui, tout à fait, je veux bien réagir. Et merci pour les témoignages que j'ai trouvé passionnants et qui retrouvent bien les axes de réflexion qu'on vient de partager. 2-3 réflexions. D'abord, une réflexion sur la question du stationnement. Si la question du stationnement est centrale, c'est parce qu'on a créé depuis 20 ans, 30 ans des villes qui s'étalent, de l'habitat qui se périphérise et on a favorisé et, on va dire, stimulé l'utilisation de la voiture. Donc, effectivement, plus on arrivera à des villes où on va développer l'intensité et construire des villes de courte distance, eh bien, moins on aura besoin de la voiture pour se déplacer entre son lieu d'habitat et le commerce, etc. Et ça facilitera le stationnement. Mais au-delà de ça, le stationnement est un élément stratégique. Et vous l'avez bien rappelé dans vos deux témoignages. Néanmoins, le stationnement n'est qu'une mesure d'accompagnement d'une stratégie d'attractivité. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais effectivement entendu un consommateur ou un citoyen qui disait « je vais faire mes achats dans tel centre-ville, tel centre-bourg, c'est moche, c'est pas attractif, mais j'y viens parce qu'il y a du stationnement. » Non, on vient à un endroit parce qu'il y a de l'attractivité. Donc, construisons l'attractivité et ensuite, on travaillera le stationnement. Et je trouve que dans beaucoup de stratégies de revitalisation du centre-ville, on passe trop de temps à parler du stationnement, mais le stationnement n'est pas attractivité. D'ailleurs, dans vos communes, on sait très bien que souvent, le jour où il y a le plus de monde dans le centre, c'est le jour du marché. Et c'est quand même le jour où c'est le plus le bazar pour se stationner. Donc, on voit bien que lorsqu'on met l'attractivité au devant, il y a le stationnement va suivre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Mais par contre, si on veut travailler sur le stationnement dans un second temps, pour moi, le stationnement, c'est un truc qui se regarde en 3 dimensions. Il y a une dimension quantité de place. OK. Il y a la dimension rotation. Et ça, c'est un sujet important. Et toujours en regardant les choses telles qu'elles sont, c'est que lorsque nous, on fait une étude sur un centre-ville, on classifie non pas le commerce par activité, mais selon la durée d'achat. Parce qu'il y a une règle en matière de commerce, c'est qu'on ne marche pas plus longtemps que dure la durée de son achat. Autrement dit, si je m'arrête à acheter l'équipe pour avoir un reportage sur le décès de Diego Maradona aujourd'hui, eh bien, je ne vais pas marcher 5 minutes, mais je vais vouloir me garer en hyper proximité. Par contre, si je viens pour des achats de longue durée, du prêt-à-porter, ou si je viens pour salon de coiffure, je vais accepter de marcher un peu plus longtemps parce que mon achat va durer plus longtemps. Donc, il y a ce principe de relativité et donc, il faut toujours gérer le stationnement aussi en fonction de la typologie des commerces qu'on a à proximité. Et puis, 3e dimension du stationnement, c'est ce que j'appelle, moi, la distance psychologique.
La distance psychologique, c'est quoi? Parce que vous savez, quand on est urbaniste, et moi dans mon équipe, j'ai des urbanistes, et quand on regarde sur un plan, on se dit, bah tiens, ouais, le stationnement, là, vraiment, il est tout près du commerce, il est à 100 mètres, et aujourd'hui, les gens ne veulent plus marcher. Mais finalement, quand on pratique ces 100 mètres, le soir à 18h30 au mois de novembre ou au mois de janvier, ou qu'on pratique ces 100 mètres avec une poussette avec ses gamins, ou qu'on pratique ces 100 mètres parce qu'on est senior et qu'on a peut-être un peu plus de mal à se déplacer, eh bien, si les 100 mètres sont mal aménagés, ils paraîtront 300 ou 400 mètres. Et donc, tout l'enjeu, justement, c'est de retravailler cette notion de connexion des espaces de stationnement en cœur de ville en travaillant sur cette notion de distance psychologique. Ça me semble un élément extrêmement important. Et puis, je voulais réagir aussi à une question qui a été posée, qui est revenue à plusieurs reprises dans les questions. C'est aussi la question, OK, vous parlez de communes qui ont un nombre de commerces certain, mais dans les communes qui n'ont plus de commerce, comment on fait? Les plus petites communes. Et donc là, je pense qu'il faut bien regarder les choses. Et j'ai des exemples du côté d'un territoire sur l'ouest à Genève, où on a travaillé avec des communes sur des formes de commerce, distributeurs de produits locaux, distributeurs de pain, qui sont venus se rattacher à un lieu où il y a un food truck ce soir. C'est-à-dire que le commerce de demain, ça ne sera pas obligatoirement recréer un commerce multiservice dans une commune où tous les actifs sont partis pour bosser la journée. Éventuellement en soirée. Donc voilà 2-3 réactions que je voulais avoir sur le stationnement et puis sur une ou deux questions qui étaient posées. Merci Monsieur Lescaut, on reprend la parole en studio. Moi, je vais juste dire quelque chose, c'est que lorsqu'on a révisé le PLU de Créon, dans le PADD, la première mesure qui a été prise, c'est qu'on a retiré la constructibilité de tous les terrains à plus de 800 mètres du centre-ville. Je me souviens des réunions publiques. Ce fut un grand moment de ma vie politique locale. Parce que quand vous annoncez que tous les terrains à bâtir sont retirés à plus de 800 mètres, ça veut dire un cercle de 800 mètres. C'est ce que j'appelle la théorie de la cerise. Un centre-ville, c'est le noyau. La cerise, elle a de la chair autour. Cette chair, c'est l'habitant, celui qui va acheter. Au-delà de 800 mètres, il est vain de croire que les gens vont venir à pied dans le centre-ville. Même si vous le sécurisez, ils ne font pas plus de 800 mètres. L'étude du Club des villes et territoires cyclables, c'était 3 km à vélo. Ça a évolué, ces 3 km. C'était valable en 2011, quand j'étais président, ça ne l'est plus. Parce qu'il y a le vélo électrique qui vient d'intervenir et qui augmente ce périmètre. Et au-delà de 3 km, il est vain de croire que vous allez faire venir les gens à pied ou à vélo vers le centre-ville. Ils viennent en voiture, parce qu'ils prennent la voiture, etc. Donc, dans l'élaboration de votre PLU, ce que vous avez considéré, c'est qu'entre 0 et 800 mètres, on 0 et 800 mètres, la majorité à pied, parce que si vous voulez faire 800 mètres, 3 km plutôt à vélo, et au-delà, c'est la voiture, vous qui pouvez est renoncer, vous pouvez faire ce que vous voulez, le gars, il montera dans sa voiture pour aller chercher même sa baguette de pain, c'est ça. Et l'expérience des 800 mètres, elle est probante. C'est-à-dire qu'on a vu revenir des gens à pied vers le centre-ville, mais si vous construisez, si vous étalez à plus de 3 km, il ne faut pas vous étonner que les gens aient besoin de prendre la voiture pour venir. On voit bien que ça fait écho à ce que disait M. Morello tout à l'heure. Deuxième mesure, on a supprimé le ramassage scolaire en disant, écoutez, on a supprimé l'accès de la voiture aux écoles. C'est interdit à Créon, c'est toujours interdit. Mon successeur l'a maintenu. Personne ne peut accéder en voiture à l'école. On est obligé d'amener les enfants dans le parking pour qu'ils fassent les 100 mètres à pied. Bon, tout ça, ça a été des politiques qui ont été des politiques successives, des politiques fortes, qui ont ramené des gens à vivre dans le centre-ville, à vivre le centre-ville. Parce que il y a des gens qui passaient dans ce centre-ville, ils ne savaient même pas ce qui se passait. Ramener des animations dans le centre-ville, parler du marché de Noël, etc. Parce que les gens, ils passent, ils disent, tiens, mais il y a une boucherie. Ils ne savent pas parce qu'on est dans le trajet domicile-travail, etc. Alors justement, là-dessus, le temps file. On a une toute dernière question du public et il va être temps de conclure. Colline. Oui, juste une petite dernière question sur... un petit peu en fait le rôle des élus pour aider les commerçants ou pour essayer de revitaliser les commerces. Enfin, comment finalement, quelle est la responsabilité? Est-ce que ça peut pas des fois, on ne peut pas avoir l'impression que l'élu prend des fois la place du rôle du commerçant dans sa revitalisation?
Alors, je crois qu'il faut être complémentaire. Et on a besoin, l'association des commerçants, puisqu'elle existe, elle a besoin des élus et de la collectivité pour pouvoir les aider. Nous, par exemple, donc, on a un conseiller délégué au commerce de proximité, qui est là d'ailleurs, c'est Jean-Pierre Platonnet, et il fait partie quand même du conseil d'administration de l'association des commerçants. Voilà. Donc, il faut être avec eux et pour pouvoir effectivement les soutenir. Mais comme le disait tout à l'heure, ce sont quand même aux commerçants de se prendre en charge sur un certain nombre de choses. Je vais pas revenir sur le stationnement, vous avez à 100%. Il a fallu se battre. Bon, nous, on a une police municipale donc, qui a effectivement œuvré dans ce sens-là. Et je peux vous dire que lorsque les commerçants, après une fois, 2 fois, prennent une prune et 2 prunes, comme on dit, eh bien maintenant, ils mettent leur voiture, effectivement, sur la place du château ou dans le parking que l'on a fait, qui est à 1 minute à pied, 1 minute à pied de leur commerce. Donc, je crois qu'il faut aussi que l'association des commerçants, les commerçants se prennent en charge. Mais on est là pour les soutenir. Donc, pour effectivement, là, dans cette période que nous vivons, par exemple, eh bien, on leur a mis en place une plateforme justement pour la vente en ligne gratuitement pendant 2 mois pour pouvoir effectivement sortir de cette opération. Je crois qu'il faut être toujours en réaction, donc en fonction des situations, il faut être présent quand même des commerçants et des associations. Monsieur Darmian, sur le rôle du maire dans ce processus de dynamisation commerciale du centre, le maire doit être un catalyseur, un animateur, une force de proposition, mais il ne peut pas se substituer au commerce. Les commerces qui ont fermé à Créon dans la durée, c'est des commerces dont je peux m'interroger sur la manière dont ils étaient gérés. Et ça ne dépend pas forcément du maire. Je n'ai pas vu de commerce fermé parce qu'on ne pouvait pas stationner devant chez lui. S'il est attractif, on y va. Si j'ai envie d'aller à un concert à l'Arena, je ne me pose pas la question du stationnement, comme ça a été dit. Si j'ai envie de venir dans le centre-ville, je m'accommode du stationnement. Mais si je n'ai pas envie d'y venir parce qu'il n'est pas attractif et que le commerçant n'est pas attractif, si je veux un rôti de bœuf tendre, etc., de vache basadaise, etc., eh ben, je trouverai une place de stationnement pour acheter mon rôti. Mais s'il n'existe pas le rôti, et si le boucher m'accueille mal, et s'il n'est pas aux horaires, le maire pourra faire tous les efforts qu'il veut, ça ne remplacera pas le dynamisme du commerçant et son adaptation à sa clientèle. Très bien. C'est un équilibre à trouver entre les deux. Très bien, ce propos qui secoue un peu. On va déjà vous remercier d'être venu, d'avoir fait la route et d'avoir échangé un petit peu sur vos expériences. Et on va laisser la place aux partenaires institutionnels, donc à Martine Pinville, conseil régional de la région de Nouvelle-Aquitaine, à Monsieur Patro, adjoint Osgare, et à Monsieur Lacroix, directeur territorial de la Banque des Territoires. Allez-y, je vous en prie, asseyez-vous. On est dans le bon ordre. Monsieur Lescaut, on ne vous a pas oublié, on vous remercie aussi. Je vais saluer monsieur. Bon, voilà, on n'a pas les pages de pub pour faire la réinstallation, mais… Est-ce que vous pouvez juste enlever le masque? On enlève le masque. Pour la photo sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez me regarder, super. Merci. Allez-y, on vous laisse… Vous nous laissez, on démarre. On vous laisse démarrer, vous avez une dizaine de minutes. Alors, je vais peut-être, je commence. Bon, donc, Martine Pinville, conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine, en charge déléguée à la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. Alors, c'était particulièrement intéressant d'avoir ce témoignage de ces deux maires sur effectivement l'approche commerciale des centres-villes et centres-bourgs. Quel est le rôle et qu'est-ce que fait ou qu'est-ce que met en place la région Nouvelle-Aquitaine? Eh bien, effectivement, à travers d'abord, on a mis en place
un appel à manifestation d'intérêt concernant la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs pour accompagner. Et sans doute, à travers ce qu'on a pu voir, c'est cette logique d'avoir une vision globale de son centre-ville qui est important, de l'habitat à la mobilité, mais aussi au commerce. Et puis, c'est avoir cette attention, je dirais, particulière par rapport aux zones périphériques. Et donc, bien évidemment, là, nous venons en accompagnement de politiques publiques mises en place par les collectivités, par les mairies, par les communes et les maires, mais également par les communautés de communes ou les agglomérations. Ça se fait à travers certains dispositifs, mais également au travers des contrats de territoire, quand il y a cette volonté-là qui est posée, je dirais, politiquement. Voilà peut-être les premiers mots que je pourrais dire là. Merci beaucoup. On laisse la parole vers l'État. Monsieur Patron, vous souhaitez ajouter quelque chose? Donc, Alexandre Patron, je suis SGAR adjoint Nouvelle-Aquitaine. Alors, je remercie tout d'abord PQNA d'avoir organisé ce nouveau webinaire. C'est le deuxième. C'est vrai que c'est une très bonne idée que d'associer comme ça des élus à la réflexion. C'est vrai que les deux maires qui sont intervenus ont apporté vraiment des retours d'expérience très précieux. Je pense que c'est très utile pour les maires qui étaient déjà en poste, mais même les maires nouvellement élus. Je pense que c'est important d'avoir ce regard, ces réflexions-là qui sont très porteuses. Alors moi, je retiens différentes choses, mais notamment deux points. Le premier point, c'est que le commerce ou les réflexions concernant le commerce ne peuvent être dissociées des autres dimensions, des autres fonctions que font la ville, que font la vie d'un centre-bourg. Donc, on a parlé de la politique de l'habitat, on a parlé des services de proximité, on a parlé des mobilités, notamment des trajets domicile-travail. Donc, tout cela, c'est vraiment des éléments à intégrer et à ne pas dissocier dans toute la mesure du possible. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'était notamment l'introduction qui était mentionnée en début de webinaire, c'est que le commerce évolue énormément. On parle d'e-commerce, de commerce donc électronique, on parle du marché d'occasion qui se développe énormément, on parle des circuits courts. Donc tout ça, c'est vrai que c'est très important à appréhender, sans quoi on peut se tromper dans une stratégie qu'un maire pourrait développer au sein de sa commune. Donc entre la diversité des fonctions, entre l'évolution du commerce, eh bien, je pense qu'il est important qu'un élu, notamment un nouvel élu, se pose les bonnes questions et arrive à définir un projet de territoire, une stratégie en fait, une stratégie de développement et donc un cap à fixer en association avec ses administrés, puis avec son conseil municipal, parce que c'est de cette stratégie finalement que des moyens pourront être mis en œuvre au service de cette stratégie et de ce projet de territoire, de ce projet politique d'une certaine manière. En regard de ce projet-là, il faut savoir, mais chacun sait, qu'il existe tout de même des moyens à la main des collectivités, des moyens donc de l'État, mais pas uniquement, de la Banque des territoires, du Conseil régional, de l'établissement public foncier qui peut aider sur de la maîtrise foncière, de l'ANA, on en parlait tout à l'heure. Donc il y a quand même des moyens finalement assez considérables qui peuvent être mis à disposition. Vous avez sûrement entendu parler de la démarche Petite Ville de demain. Évidemment, c'est un peu le cadre de notre affaire aussi. Il faut savoir qu'il y a des investissements massifs qui vont être consentis dans le cadre de cette démarche pour toutes les petites villes qui sont lauréates. Mais il faut savoir aussi que d'autres villes qui ne le seraient pas peuvent bénéficier d'autres types d'aides. Je pense notamment au plan de relance. Il faut savoir qu'il y a 150 millions d'euros dans le cadre du plan de relance, donc pour les 2 années qui viennent, 2021 et 2022, qui vont être consacrés à l'artisanat et au commerce. Alors, on ne sait pas encore exactement quels sont les circuits financiers précis, mais c'est quand même 150 millions d'euros au service du commerce et de l'artisanat. Donc, des moyens existent, sont très importants, sont massifs. L'idée, c'est d'arriver à utiliser ces moyens de la meilleure des manières. Et donc, je dirais l'idée essentielle qu'on peut retenir, c'est surtout arriver à développer une stratégie, un projet au service de son territoire. Voilà, en mettant justement l'accent sur ce regard transversal et avec une vision prospective, je dirais, concernant notamment la bonne vision que l'on peut avoir du commerce et de son évolution. Et de concert avec les services de l'État qui sauront apporter leur soutien en fonction des différents projets, des stratégies mises en place. Tout à fait, les services sont à la disposition des élus dans ce cadre-là, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Emmanuel Lacroix, je me tourne maintenant vers vous.
Alors, d'abord, merci également à PQNA pour cet événement et nous avoir invités à témoigner. Je voulais aussi saluer les interventions des élus et de M. Lestou qu'on a pu entendre tout à l'heure parce que je les ai vraiment trouvées passionnantes. C'est vraiment des interventions que j'ai trouvées de très très bon niveau. Et c'est difficile d'ailleurs de passer après eux, tellement ils ont été précis et complets dans leurs interventions. Pour autant, je reprécise en 2 mots, d'abord la Banque des territoires de la Caisse des dépôts. Notre rôle est d'accompagner les politiques publiques, et donc accompagner évidemment l'État dans les programmes comme Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, Destination des villes moyennes d'un côté et Petite Ville de l'autre, mais également accompagner les politiques portées par le Conseil régional, par exemple, avec le règlement d'intervention centre-bourg, avec lequel on essaye aussi de travailler. On est en train de déployer une offre conjointe là-dessus. Donc, dans le cadre de cette action partenariale, on essaye de travailler sur plusieurs points. Un des points qui nous paraît très important quand on parle commerce, mais tout de suite je vais mettre un bémol, c'est justement c'est de ne pas focaliser sur le commerce, et c'est exactement ce que je retiens aussi de l'ensemble des interventions qu'on a pu avoir tout à l'heure. Ah ça oui. On a un sujet d'abord de portage immobilier d'activité. Et ça, c'est un point important qu'on a identifié côté Caisse des dépôts, Banque des territoires. Donc, on a annoncé le lancement d'une centaine de foncières de redynamisation en France, avec en fait cet objectif d'accompagner le portage d'immobilier d'activité, que ce soit évidemment pour les commerces, mais également, pourquoi pas, pour les lieux aussi de culture, les tiers-lieux d'une manière un peu générale, qui ont été peu évoqués, mais qui pour nous sont aussi des points importants, parce que ce sont des endroits d'activité hybrides qui peuvent avoir aussi beaucoup d'importance dans les centres-bourgs, centres-villes. Le deuxième point, qui est un point, on va dire, d'actualité forte, c'est la question du numérique et du commerce électronique. Alors, comment accompagner avec efficacité les commerces de centre-ville dans une politique numérique, enfin dans une activité, plutôt un prolongement d'activité numérique, particulièrement en période de crise, bien sûr, mais pas que. Ce sont des questions assez complexes. On a essayé d'accompagner au mieux ces collectivités, et on continue à le faire, en essayant de les aider à la fois à y voir clair dans la profusion d'offres, à la fois y voir clair aussi sur la complémentarité entre une activité numérique avec une activité présentielle, et aussi voir clair du côté davantage des acteurs publics sur la complémentarité des pôles commerciaux. La question de la polarisation commerciale est un point important aussi. Donc, on a un certain nombre de mesures qui permettent de dimensionner les collectivités dans une réflexion sur ces questions-là. Et on apporte aussi un complément financier sur le financement à la fois de chefs de projet, qui permettent de penser le projet de cœur de ville, et à la fois sur le financement des managers de commerce, qui a été évoqué tout à l'heure, qui pour nous ont une importance capitale. Et je conclurai là-dessus parce que développer une politique de e-commerce, par exemple, en complémentarité du commerce physique, ça pose une grosse question d'accompagnement des commerçants. On ne déploie pas un outil comme ça, hors sol, du jour au lendemain. Il y a une question d'adhésion, de compréhension des enjeux. Donc, il y a tout un effort amont de pédagogie, de sensibilisation. Puis ensuite, il y a un enjeu d'y voir clair, c'est ce que j'évoquais, sur comment on repère la bonne offre dans cette profusion. Et puis enfin, comment on accompagne le déploiement et comment on anime ce déploiement. Voilà. C'est là-dessus que je voulais insister. Merci beaucoup. J'ajoute également que vous pouvez consulter le guide des services proposés dans le cadre des petites villes du programme de l'État, Petites Villes de demain. Nous avons aussi vous diffusé un article qui résume cela dans les prochains jours. Écoutez, c'est le moment de clore pour nous. Je remercie tous les intervenants, à vous trois tout d'abord, tout particulièrement également à Monsieur André Meraillon et à Jean-Marie Vermian pour leur témoignage, et à David Lestou pour l'intervention introductive. Je vous invite à nous retrouver pour le 16 décembre à 14h, cette fois-ci en après-midi, sur la question de l'habitat en centre-bourg. Ce sera donc le troisième, jamais 203, et puis on y a déjà touché un petit peu aujourd'hui.
nous allons revenir vers vous avec un petit peu de ressources, des interviews vidéo, des fiches d'expérience, les contacts aussi des participants et puis un petit peu les principaux éléments et les choses à retenir de ce webinaire. Merci beaucoup de nous avoir suivis et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.